également. Bonjour Sergueï. Vous êtes Bonjour. journaliste russe, vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou. Vous êtes en Russie, on vous connaît bien. Mille merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de repartir sur le terrain, ou plus exactement sur la terre ferme, on va se placer ensemble sur le terrain du virtuel. Avec vous, Magali, parce que sur ce terrain-là, les Russes aussi sont très, très imaginatifs, sans complexe et surtout redoutables. Ah, ça c'est sûr. Si jamais un jour vous avez rêvé de vous mettre dans la peau d'un combattant de Wagner, je ne sais pas si c'est votre cas. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Bah, quand même, il y en a qui ont pensé à certains, parce qu'il y en a qui en rêvent. Le vœu va être exaucé, figurez-vous, cette année en 2024. Des développeurs russes ont annoncé la sortie d'un nouveau jeu vidéo. On voit ici des images. Vous y serez un combattant de Wagner déployé en Ukraine. Donc, premières images dévoilées avec une bande-annonce, comme au cinéma. Regardez. У нас есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с Родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучшие. Voilà, c'est extrêmement réaliste, avec un homme qui fait un peu peur. Certains y voient Voldemort, nous on voit peut-être un Prigogine et de Prigogine. Le nom du jeu, c'est Le meilleur de l'enfer. Certains connaisseurs auront peut-être reconnu des scènes d'un film russe sorti à l'automne 2022. Les scènes, on les voit ici par exemple dans le jeu vidéo, et vous allez la voir la même ici dans le film qui portait ce même nom, Le meilleur de l'enfer, qui racontait les combats menés à Mariupol, des combats acharnés aux côtés des combattants de Wagner. Et qui dit Wagner dit donc Yevgeny Prigogine, qui était à l'origine du projet de ce long métrage, qui avait aussi produit le film, un film de quasiment 2 heures qui relatait une seule bataille, la prise d'un immeuble. Le film était lui aussi ultra réaliste, mais au-delà du film de guerre, il portait un message parce qu'on y voyait des ennemis parler la même langue, partager donc la même religion, partager les mêmes valeurs. Autrement dit, l'ennemi qui était décrit dans ce film, ce n'était pas l'Ukraine, mais les États-Unis qui voulaient continuer d'imposer leur hégémonie sur la scène mondiale. Eh bien, il paraît que le jeu vidéo voudra porter ce même message. On sait que le cinéma peut servir la propagande. Eh bien, à travers ce jeu vidéo, on voit qu'on peut faire la même chose avec les jeux virtuels. Ça n'avait pas échappé au Kremlin. Regardez ce que disait en juin dernier Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse. Les jeux vidéo devraient être à l'intersection entre l'art et l'éducation, une opportunité pour les développeurs et les utilisateurs d'inculquer des valeurs aux populations. Ça ressemblerait presque à une commande. Eh bien, quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, quelques mois après ces propos présidentiels, eh bien, on a la sortie de ce jeu vidéo qui se passe en Ukraine. Hallucinant quand même de voir, on est donc effectivement dans Mariupol, dans la peau d'un combattant de Wagner. Je vais commencer avec vous, Sergueï Buntman. Est-ce que, pardon, c'est la première question qui me vient, mais les familles de soldats russes morts à Mariupol le vivent bien? C'est la sortie d'abord de ce film, puis de ce jeu vidéo. On ne sait pas, parce que, vous savez, c'est les familles des combattants, des soldats morts pendant cette guerre, dite opération spéciale. Ils sont très occultés par la propagande, parce que il n'y a qu'un choix disons, de veuves, un choix de parents qui sont invités à rencontrer le président Poutine. Et les autres, ils doivent être patriotes officiellement. Ils doivent être fiers de leurs enfants ou de leurs parents ou de leurs époux qui sont morts à cette guerre. Et autrement, s'ils réclament quelque chose, s'ils sont mécontents, ils sont tout à fait occultés. Et je pense que ces jeux vidéo, ce n'est pas pour eux. C'est pour disons, connecter les amateurs des jeux vidéo de ce genre, Call of Duty et du même genre, c'est de les reconnecter à un jeu patriotique
avec des évidences, par exemple ce qu'on combat l'Occident pourri, et les Ukrainiens, parfois les pauvres Ukrainiens, s'ils ne sont pas les nazis, qui sont manipulés par l'Occident, par les États-Unis plus spécialement. Voilà, ça répond à l'appel du président Poutine. C'est quand même d'un cynisme absolu, Jean-François Boutors, parce qu'un film de cinéma, c'est évidemment une œuvre qui peut interpeller, qui peut aider à se poser des questions, qui peut instruire. Là, on se met dans la peau d'un combattant, donc c'est quand même déjà les jeux de guerre. Après, on peut être pour. Hein, mais sur une réalité telle que celle de Mariupol, par exemple, c'est d'un cynisme absolu quand même. Oui, mais vers les années 2007, 2009, etc. Sergueï me confirmera, mais il y a déjà eu, non pas des productions de jeux, des productions de jeux vidéo, des productions de films qui fonctionnaient d'une certaine manière selon ce principe-là. Il n'y avait pas encore la guerre, mais il y avait la volonté de faire rentrer, au fond, les spectateurs, les joueurs dans la guerre, puisque c'était le destin final de la Russie, de la faire, pour se libérer de l'oppression occidentale. Donc ça, c'est pas extrêmement nouveau. Ce qui est, je trouve, le plus cynique, c'est le titre, puisque, si vous vous souvenez, Luchevadier, c'est pratiquement les derniers propos publics de Prigojine. Vous vous souvenez ces images, on le voit à côté d'un de ses copains, c'est quelques jours avant que son avion saute en plein vol, où il dit, de toute façon, on va en enfer et on sera même en enfer, on sera les meilleurs. Ah, c'est ça, oui, ça. Et donc, en fait, ça veut dire une chose très importante, c'est que la marque Wagner, la marque Prigojine, ça marche encore et il faut s'en servir. Donc, on a liquidé le problème, mais on garde la marque et on fait le marketing. Voilà ce qu'on peut dire. C'est ça. Et ce qui est évident, c'est que c'est extrêmement efficace, que ça touche des populations a priori jeunes aussi. C'est fait pour, sans doute. On a besoin d'avoir les jeunes sur le front. Voilà, c'est ça aussi. C'est un outil redoutable. Alors, c'est un outil notamment de recrutement et c'est un outil, si vous voulez, qui rend la guerre très cool. C'est-à-dire que ça rend la chose attrayante sans avoir à en éprouver la douleur ou la réalité. Donc c'est un outil de recrutement qui fonctionne. C'est un outil qui n'est pas dénué non plus de qualité en termes de préparation du combattant dans certaines situations. Oui. On sait que du côté ukrainien, quand ils ont cherché à recruter des opérateurs de drones, les Ukrainiens communiquaient dans leur annonce sur « Vous aimez jouer aux jeux vidéo, votre profil nous intéresse, nous avons besoin de... » Oui, sur des forums de jeux vidéo, donc etc. c'est de dire à l'utilisateur « T'es pas, comme te le disent tes parents, en train de perdre ton temps. En réalité, tu es en train d'acquérir des compétences qui peuvent être utiles. » On voyait aussi dans le papier, j'ai regardé un peu ce que, effectivement, quand on s'est parlé de cette actualité-là avec Magali Général, que ça pouvait aussi, pourquoi pas, servir d'entraînement, c'est-à-dire mettre l'intelligence artificielle, parce que c'est un peu ça, un jeu vidéo, au service de l'entraînement, un peu comme dans des wargames, pour entraîner comme on le ferait dans un simulateur de vol, par exemple, pour un pilote, ce genre de choses. Alors, je ne pense pas qu'un tel jeu vidéo très joueur et très... scénarisé, correspond réellement à des situations tactiques réelles. Cela étant, oui, il y a dans toutes les armées occidentales, en tout cas, tout un tas de simulations, y compris des simulations, peut-être pas aussi affirmation en 3D, mais de simulations soit au niveau du combattant, soit au niveau de l'unité, pour permettre justement de s'entraîner. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, les Américains ont fait la même chose. Enfin, excusez-moi, je veux dire, vous dites quel cynisme absolu de la part des Russes. Si ça avait été les Ukrainiens, on aurait dit tiens, ils ont pris l'initiative. Là, c'est les Russes qui prennent l'initiative. Et puis regardez ce qu'ont fait les Américains sur l'Irak ou tout le Moyen-Orient sur les 15 dernières années. Tous les jeux vidéo qui sont joués par nos enfants en France, en tout cas, sont des franchises américaines, et tous les jeux de guerre... je vous dirais quel cynisme absolu de la part des Américains. Donc le cynisme est je vais vous parler d'un jeu Sony derrière. Mon propos est de dire le cynisme est généralisé, il n'est pas propre aux Russes. Point. Ici, on a deux objectifs. D'une part, la notion d'éducation, j'aime pas le terme, mais effectivement celui d'encourager à du patriotisme, grand 1, et puis surtout la cible, c'est des adolescents, donc des futurs recrues. Et là, je rejoins ce que dit Gallagher, il faut voir quand même
comment se passe le système russe depuis la fameuse mobilisation partielle d'il y a 14 mois, maintenant 15 mois, je ne sais plus. C'est-à-dire que maintenant, ils font du recrutement, et du recrutement de volontaires. Et donc, il y avait un interview hier où l'adjoint du renseignement ukrainien disait « Les Russes recrutent 1000 à 1100 personnes par jour ». C'est-à-dire qu'on est à 30 à 35 000 recrutés, engagés. Mais pour les recruter, ces jeunes, faut les faire rêver. Certes, vous allez nous le préciser, j'en suis sûr, dans les situations, dans les milieux sociaux les plus éloignés, les plus compliqués, etc. D'accord, mais là-dedans, il y a aussi des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui ont 15, 16, 17, 18 ans, et qu'il faut recruter. Et ça, c'est un moyen de recrutement. Et il y a aussi autre chose. J'ai regardé un peu, j'ai fouillé, j'ai retrouvé un article de nos confrères de France 24 qui date d'il y a un an à peu près. Dans cet article, à l'époque, il s'agissait, et là, Charline, vous allez m'aider là-dessus, le gouvernement ukrainien qui voulait interdire un jeu d'action qui s'appelait Atomic Hearth, et il voulait le mettre, alors il disait, au banc du monde vidéoludique. J'ai appris ce mot. Bon, bref, des jeux vidéo. Parce que, donc c'était... Ah ben voilà, on a l'article ici. Ce jeu mettait en scène une réalité alternative dans laquelle l'URSS dominerait le monde. Et par ailleurs, ce jeu... Alors, il y avait donc une problématique de jeu qu'on estimait sans doute avoir des thèses pro-russes, etc. Mais par ailleurs également, que ce jeu pourrait être lié à des entreprises russes comme Gazprom. Et donc le gouvernement ukrainien avait dit non seulement il y a des thèses pro-russes, mais surtout ça finance l'effort de guerre russe. C'est un énorme business, les jeux vidéo. Ça rapporte du pognon aussi, pour parler franchement. Oui, évidemment. Et c'est une manne financière énorme. Alors, il y a cela. Et puis, quand on regarde sur les réseaux sociaux, toutes les images avec maintenant les GoPro qu'on peut poser, que ce soit sur la tête du soldat ou sur l'arme, et qu'on les voit, l'infanterie notamment, aller sur la ligne de front, on ne peut que revoir des images de jeux vidéo qu'on voit. Donc, finalement, là, c'est du côté russe. Moi, toutes les vidéos que je vois du côté aussi ukrainien sur les réseaux sociaux ne me font penser qu'à des jeux vidéo qu'on connaît très bien de guerre. Donc on est en plein milieu d'un business pour attirer, et puis aussi on est toujours sur la glorification des héros, et ça c'est quelque chose de très on va dire de l'ancien régime slave. Oui, en réalité c'est ni ukrainien ni russe, c'est quelque part, ça fait des années, ça a toujours été comme cela, entraîner les populations jeunes à défendre leur pays, peu importe. Oui, on a tous besoin de héros.